Bonjour Olivier, Bonjour Alban, ravi de t'avoir là pour une petite heure d'interview ensemble. avec plaisir. Euh, c'est les Lauriers de la Régénération, troisième édition, année 2026. Donc ça fait 2 ans déjà que qu'on a mis en place ce petit événement qui a pour vocation de récompenser les entreprises, voire des collectivités ou des associations qui emmènent un produit ou un service au moins vers la régénération. Donc on est ravis de faire cette troisième édition et bien motivés à soutenir toutes ces démarches qui vont, selon nous, dans le bon sens. Quand je dis nous, c'est nous sommes vivants, bien évidemment. Et je te propose qu'on fasse juste un premier petit tour de présentation et de météo de qui on est là autour de la table, même si tout le monde commence à te connaître, je pense, Olivier. Mais quand même, je trouve ça bien que tu puisses dire d'où tu viens, qui tu es, comment tu te définirais en tout cas, même si c'est toujours un exercice un petit peu compliqué. Et puis ta météo du jour, et peut-être que je me présente en 2 mots juste avant toi. Je suis Alban Rousseau, je suis ingénieure agronome et aujourd'hui je me définis comme facilitatrice de dialogues territoriaux. Et pour résumer, j'essaie de travailler toujours sur des projets qui relient l'économie, l'écologie et la démocratie. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on retravaille nos bases d'engagement et de pouvoir d'agir et qu'on essaie de retravailler nos décisions. Et moi, ça fait 3 ans et demi, un peu plus même, que je suis membre de Nous sommes vivants. Euh, voilà. Et ma météo du jour, eh ben, écoute, j'ai essayé de mettre du jaune parce que c'est quand même grand soleil et j'étais ravie de ce moment avec toi. Je te passe la parole, Olivier. Merci. Ouais, et ben alors maintenant que moi je suis Olivier Amand, chercheur biologiste, qui travaille plutôt sur le développement des plantes, et je suis aussi à l'Institut Michel Serres, qui travaille sur la relation de l'humanité à la nature. On travaille beaucoup sur l'idée de contrat naturel, donc voilà, ben, revisiter nos liens au vivant, justement, et considérer le vivant non pas comme quelque chose qu'on peut épuiser sans fin, ou au contraire comme quelque chose d'utilitaire, mais bien comme un partenaire, donc une coopération quotidienne avec le vivant. Et ma météo du jour, bah là je suis en Allemagne, à vrai dire, dans un hôtel, et je sors d'une belle visite avec des collègues scientifiques à l'université, là, où ils ont lancé un grand projet, un grand consortium alors, scientifique qui s'appelle Green Robust. Donc voilà, la robustesse s'invite partout, donc bien sûr, y compris dans le monde scientifique. Donc voilà, aussi au soleil. Et non. Ah, aussi au soleil, en plus. Magnifique. Merci à toi d'être là. Et ce que je te propose comme mission là pour ce dialogue, tous les deux, c'est justement de faire dialoguer robustesse et régénération. Parce que la thématique des lauriers cette année, c'est justement de la robustesse à la régénération et puis de travailler, de regarder ce qu'on a comme socle commun, parce qu'on sait qu'on a un socle commun. Hein. C'est aussi pour ça que qu'on est là ensemble. Mais néanmoins, quand il y a 2 mots, voilà, régénération, c'est pas robustesse. Donc, qu'on essaie de voir aussi de manière assez fine ensemble quelles peuvent être les différences ou en tout cas les points de subtilité qui diffèrent aussi les deux approches. Et ce que je te propose, c'est qu'on mène ce travail fin d'investigation ensemble, là, pour distinguer et puis aussi voir ce qui soutient, ce qui peut soutenir l'une et l'autre des démarches. Moi, j'aime bien dire que chacun prenne sa place et puis honore aussi la place de l'autre, parce qu'on a besoin de se serrer les coudes quand on voit aussi qu'il y a d'autres représentations du monde qui sont là et qui sont à l'œuvre. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on mène de concert cette mission? Absolument. Pour moi, j'arrête pas de le dire, la question maintenant, c'est d'articuler les concepts entre eux. Hein. Mm. Donc, faut faire des phrases, Ouais, quoi. ouais, ouais, et t'as raison. Et l'articulation, c'est pas un vain mot parce que bon, je pense que c'est ce que j'avais commencé à dire, c'est se comprendre, se connaître
Et puis ensuite, aller voir comment est-ce que on peut, dans l'action, dans nos missions, dans les missions qu'on se donne les uns et les autres, comment est-ce qu'on peut se renvoyer la balle et puis renforcer, et puis travailler ces liens, ces fameux liens symbiotiques, parce que on aime bien aussi cette image-là qui vient de la biologie, hein, ces liens symbiotiques entre nous. Alors, la première question que j'avais envie de te poser et de nous poser, mais d'abord à toi, Olivier, c'est de quoi le monde a besoin et pourquoi la robustesse existe? Parce qu'on a envie de, je pense, de répondre à certains besoins du monde et qu'est-ce qui fait qu'on répond à des enjeux majeurs avec la robustesse? Bah alors, ça répond au burn-out. La Ok. robustesse répond au burn-out. En fait, on est dans un monde qui est en burn-out total, c'est-à-dire qu'il y a un burn-out des humains, il y a un burn-out des services publics, du droit international, des écosystèmes. Et donc, souvent, on parle de polycrise pour décrire ça, mais en fait, moi, je pense qu'il faut plutôt parler de burn-out parce que la polycrise, c'est pas faux, hein, c'est la description. Les crises se multiplient, s'intensifient, deviennent plus fréquentes. Ça, c'est ce que tout le monde dit, tous les scientifiques le disent. Mais quand on reste sur la polycrise, on n'a pas d'explication. Ça nous tombe, hein, c'est le dieu de Leibniz qui a décidé qu'on était en polycrise. Quand on parle de burn-out, on a compris que c'était nous, les humains, qui avions créé cette polycrise. C'est l'excès de performance qui fait le burn-out. Et donc, quand on est en burn-out et qu'on a compris que c'était un excès de performance le problème, qu'on avait suroptimisé tous nos systèmes et que ça craquait de tous les côtés, hein, ça va de la monoculture qui devient très fragile parce qu'elle attire le pathogène jusqu'aux écrans dans les écoles. Enfin, vraiment, c'est la totale, hein, Bon, le Moyen-Orient là, l'illustre parfaitement. Bah, quand on a compris ça, on cherche une autre voie. Et donc, c'est là où les vivants sont décidément très généreux parce que non seulement ils nous fournissent des tas de services enfin, plein de choses, quoi, de la vie, quoi, tout simplement, mais aussi il nous incarne une loi de l'univers qui est le compromis entre performance et robustesse. Et la plupart des êtres vivants sont robustes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de vivre avec des fluctuations très très fortes. Donc, ils vivent dans la polycrise, mais pour eux, c'est une polycrise qui leur est imposée. Enfin, parfois, ils y participent, mais c'est très localement. En général, voilà, ils vivent avec les fluctuations très fortes, la mauvaise saison, les gelées, les sécheresses, etc. Et donc, ils prennent beaucoup de marge de manœuvre, et donc, ils ne sont pas performants. Donc, en fait, la robustesse, c'est le besoin auquel elle répond, en fait, c'est de répondre au monde fluctuant dans lequel on est. C'est que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça guérit aussi le burn-out. En fait, il y a les deux. Donc, c'est peut-être là où il y a d'ailleurs une articulation avec la régénération. Mais en tout cas, ce premier besoin. Et c'est en fait peut-être la première chose à réaliser, c'est que nous quittons l'idéologie du monde stable. Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est qu'on ne fait pas que rentrer en polycrise, il faut aussi quitter l'idéologie du monde stable. Et donc quitter tout ce qu'on a construit, tous les systèmes qu'on a construits avec cette idée de la stabilité, quoi. Ah, tu parles carrément d'imaginaire, quoi, hein. Donc, toutes les représentations qu'on a effectivement construites depuis des dizaines d'années, euh, en se disant peut-être l'histoire est finie, entre guillemets. Enfin, moi, Comme c'était comme ça, c'était Fukuyama. avec Fukuyama. Ouais. Mais ça m'avait marqué, en fait, cette façon de décrire effectivement une espèce d'état d'aboutissement. Avec cette croyance que on arrivait peut-être au stade ultime, notamment au stade ultime de la démocratie, sujet auquel moi je me suis beaucoup intéressée. Et puis on voit que bah, pas du tout. Euh, Voilà. je crois qu'on le voit bien, bien en ce moment, que pas du tout, que rien n'est gagné, entre guillemets. Ça veut pas dire que tout ce qu'on a fait, ce pourquoi on a œuvré jusqu'à maintenant est acheté à la poubelle. En revanche, ça arrive peut-être à bout de souffle. Mhm. Euh, et puis, euh, et puis, il y a un côté assez motivant, je trouve, à ça aussi, de dire l'histoire n'est pas finie et on est là pour la continuer et pour justement acteurs de cette histoire. Et Mhm. que nos petites histoires à nous rejoignent la grande histoire, c'est aussi ça. Je digresse un petit peu, mais c'est vraiment ce que là-dessus, on est vraiment dans cet changement aussi de paradigme, de modèle, de représentation. Et chez Nous sommes vivants, on a un outil qui s'appelle la fresque des imaginaires, dans lequel on travaille en fait les relations au monde, les différentes relations au monde, avec donc des travaux basés sur l'IPBES et puis Nicole Lubins.
qui avait travaillé sur la forêt boréale. Et donc, dans ces représentations, on a en fait l'anthropocentrisme, l'écocentrisme, l'anthropocentrisme, le biocentrisme, l'écocentrisme et le multicentrisme, qui sont justement différentes relations au monde. L'anthropocentrisme, la nature est au service de l'homme. Le biocentrisme, c'est il faut protéger la nature, l'humain doit protéger la nature. Donc on est toujours sur un axe de séparation homme-nature. Et puis ensuite on travaille sur écocentrisme, on est vraiment sur la notion d'écosystème qui vient. Donc on travaille au sein d'écosystèmes, c'est les cycles du vivant, etc. Et puis le multicentrisme qui est, eh bien, on travaille à nouveau sur l'individu mais qui travaille ces multi-connexions et ces différentes connexions au monde. Donc c'est un petit peu abstrait là, mais on l'illustre en fait de manière assez... euh, on l'illustre avec des mythes, des films, des bouquins, etc. Et, euh, et quand tu parles de la fin de répondre au burn-out, moi, ça me fait penser aussi à cette santé, ce One Health, ou cette santé commune. Et je pense qu'il a relie vraiment robustesse et régénération. Nous, ce qu'on dit, c'est ce qui compte sur Terre, c'est d'être vivant, tout aussi simplement que ça. Et que ce qu'on essaye de faire au niveau des organisations, c'est d'aller dans le sens du vivant. Que seul le vivant se régénère. Justement, que c'est une des caractéristiques du vivant qu'il y a rien de plus important que d'être vivant et de contribuer à ce plein potentiel du vivant. Et donc, et ensuite, on décline avec effectivement, mais est-ce qu'on peut être vivant seul? La réponse est non. C'est aujourd'hui que les liens qu'on nourrit entre humains, mais aussi avec le reste du vivant, hein, sont nécessaires à la vie, en tout cas une vie saine. Donc, c'est là où santé et vivant, nous, on les relie. Et que, en fait, la valeur dont on parle se construit au fur et à mesure à travers les liens créés entre les acteurs. Voilà. Et ça, pour moi, ça relie aussi avec un des éléments dont vous parlez beaucoup sur la robustesse, c'est que cette mise en mouvement, elle se fait dans la joie. La joie est un des moteurs, est vraiment un des moteurs de cette mise en lien et cette manière d'aller contribuer positivement à des écosystèmes, etc. Là, je te pousse un petit peu vers les principes de la robustesse parce que je sais que c'est ça aussi qui est vraiment le socle, enfin, il me semble en tout cas le socle aussi Mhm. des démarches que vous pouvez mettre en place là-dessus. Euh, Toi, tu parles de stabilité et de viabilité, c'est ça? Ouais, ça, c'est la définition de la robustesse. C'est stabilité dynamique, hein, c'est pas une stabilité Ouais. rigide, hein. Bah, C'est si tu veux bien justement repréciser un petit peu tout Ouais, ça. voilà. En fait, c'est simple. La robustesse, il faut revenir à l'étymologie. En fait, c'est aussi simple que ça. La robustesse, ça vient du latin quercus robur, le chêne, et donc un arbre. C'est l'exemple canonique de la robustesse parce que c'est stable dans le vent, voilà, jusqu'à un certain seuil, hein, évidemment, hein, mais ça résiste quand même à des vents assez forts. Voilà, donc c'est une stabilité dynamique. C'est un peu comme le roseau, hein, finalement. C'est ça qui est dingue, hein. La fable de La Fontaine, elle est un petit Finalement. peu à côté de la plaque, finalement. Le chêne résiste très bien au vent, hein. Voilà, donc ça c'est stable malgré les fluctuations et c'est aussi viable malgré les fluctuations parce que ça résiste aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales. Donc l'espace de viabilité est énorme. Donc c'est de la stabilité et de la viabilité dynamique. En gros, la robustesse c'est conçu, enfin c'est un mot qui apparaît dans un monde dynamique, dans un monde instable. Quand on est dans l'instabilité, il faut être robuste pour être viable. Et en effet, la définition de la vie, hein, si on doit mettre un objectif à la vie, c'est d'être viable. Alors, c'est un objectif tautologique, hein. Mais l'intérêt de ça, c'est que on n'implique pas la morale là-dedans. La Mhm. viabilité, c'est la viabilité, quoi. C'est ni bien ni mal, ça existe, quoi. Et on peut l'appliquer à peu près n'importe quoi, à un être humain, à un être vivant, à un avion qui est en train de voler dans les turbulences, à une maison dans une coulée de boue. Enfin, c'est vraiment partout, ou une maison en plein soleil, hein, c'est pareil. Voilà, la viabilité, elle est toujours là, quoi. Donc voilà, quand on se pose ces questions-là, enfin, quand on se pose la question de la robustesse, on peut inverser les choses. Quand on se pose la question de la robustesse, ça veut dire qu'on a compris qu'on était dans un monde fluctuant.
Mm. Quand on ne se pose pas la question de la robustesse, on est dans l'idéologie du monde stable, le monde du parasite, où on est branché sur des ressources abondantes, et donc on n'a pas besoin de faire de la robustesse. C'est le monde du pétrole abondant, hein, pour le dire un peu rapidement. Et dans ce monde-là, eh ben, on fait de la performance, des conflits, de la guerre, de la compétition, de la compétitivité, qui détruit et qui réduit l'espace de viabilité. Donc voilà, la robustesse, en fait, pour raisonner avec ce que tu disais, c'est un monde où on sort du contrôle de partout, hein. On fait tendre la sécurité vers la sérénité. Alors que la sécurité en mode performant, où on met plein de contrôles partout, c'est de la sécurité qui devient du sécuritaire. Et donc, c'est grosso modo la dictature de la performance. La robustesse, c'est quand même nettement plus joyeux parce que la joie, Ouais. c'est l'allié de la sérénité, hein. Merci pour cette définition. Du coup, je livre aussi la définition de la régénération. Pour nous, c'est donner aux êtres vivants, donc dont les humains, les ressources qui permettent d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement. Et l'objectif de la régénération, c'est de contribuer. Donc, c'est une contribution positive à un écosystème. C'est contribuer pour prospérer ensemble. Donc, on augmente ce dont on dépend. C'est là où, effectivement, la notion d'imaginaire dont tu parlais tout à l'heure est importante. Et on va aller vers des imaginaires de type Miyazaki, Avatar, pour donner un peu des références que pas mal de monde ont, qui sont vraiment le vivant a des capacités et un potentiel, on aime bien ce mot-là aussi, un potentiel Ah, de très bien. plein de choses. Et quand on en discute avec Jérémy Dumont, hein, qui a fondé Nous sommes vivants, on se dit que c'est pas uniquement travailler sur les conditions nécessaires à la vie. Ça, c'est la base. Et c'est voilà, si les conditions nécessaires à la vie sont pas là, il n'y a pas de vivant. Donc voilà. Mais c'est pas juste enlever des pressions sur la nature ou sur les humains, mais c'est plutôt développer un potentiel. C'est aussi ce qu'on travaille en intelligence collective, hein, entre guillemets, entre parenthèses, pardon. C'est vraiment pour ça que moi j'aime cette approche-là. Mais c'est euh, quand un arbre meurt, s'il y a trois repousses, on va dire, c'est t'en coupes deux pour qu'il y en ait une qui ait la place et qui soit plus grosse que les autres. Ok, ça c'est enlever de la pression. Mais c'est dans l'humain, et ça me faisait penser à ce que tu disais juste avant, c'est quand on a des enfants, euh, on sait qu'ils ont un potentiel, des capacités et qui sont pas forcément celles qu'on peut imaginer ou qu'on peut se représenter. Et en fait, on va nourrir, éduquer, élever ces enfants, c'est nourrir un potentiel qui n'existe pas encore, quoi, qui est là, qui est en germe, enfin, en tout cas, qui va s'exprimer, qui va pouvoir s'exprimer ou pas, en fonction de chacun dans sa singularité. Et ce qu'on aime bien faire, alors c'est là où on rejoint les imaginaires multicentriques, l'imaginaire multicentrique, c'est que chez Nous sommes vivants, on va partir de l'individu. Souvent, on part pas du système, on part de l'individu et des individus qui constituent une entreprise ou un collectif. Et on va aller travailler autour d'un objet qui est la chaîne de valeur. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Peut-être dans le fil de mes questions aussi sur la robustesse. Et donc là, je t'entendais parler de vivant et de Quercus. Mais tu vois, j'avais même pas l'image du chêne. Donc génial, Pratique merci celle-là. pour ça. Ouais, ben en fait c'est génial parce qu'à chaque fois j'apprends des choses. Euh, le vivant, c'est le point de départ, le point d'arrivée, en fait, j'ai l'impression dans nos approches, mais tu vas me dire. En tout cas, c'est quelque chose qui est commun dans nos systèmes de valeurs, même si dans valeurs, il n'y a pas de morale, et ça, je trouve ça génial que tu le dises comme ça. Euh, Par rapport à ce que je disais sur la place de l'individu dans un système, etc., comment est-ce que la robustesse traite le vivant, les vivants, dans les approches, dans les démarches, de quoi on part
et pour aller vers quoi? Enfin, ma question est très large, mais justement, je Mhm, te... mhm. Bah, je vais reprendre mon arbre Ouais. pour l'illustrer, et qui va résonner très fort avec ce que tu disais sur créer un potentiel, parce qu'en fait, la robustesse, Mm, c'est prendre soin d'un espace de viabilité finalement, hein. Donc avoir suffisamment de mm, réserves, de stock pour pouvoir voilà, vivre avec ces fluctuations. Mais ça se fait avec les autres. Et donc si je reprends l'arbre à l'automne qui perd ses feuilles, l'arbre qui perd ses feuilles à l'automne, il n'optimise pas la chute des feuilles. Il en perd beaucoup trop. Et il y a juste une toute petite partie qui va nourrir le sol qui est à ses pieds. Le vent va amener les feuilles bien plus loin, hein. Et donc ça va nourrir des écosystèmes qui sont bien plus loin. Donc ça crée un potentiel plus large que lui, que son espace. Mais c'est ça qui est incroyable avec la robustesse, c'est que quand on... La seule robustesse qui compte finalement, hein, c'est pas seulement sa robustesse individuelle, c'est que c'est pas juste la robustesse de l'arbre. L'arbre est au service de la robustesse mm. des autres. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, et donc c'est vrai pour un arbre, c'est vrai pour un humain, c'est vrai pour une entreprise, pour une association, c'est toujours comme ça, hein. Si on est juste robuste pour soi-même, ben, ça veut dire qu'on a quand même optimisé. Donc on est quand même très étroit et qu'on reste très fragile. S'il y a une forme de don quelque part, et donc c'est là où en fait ça va s'articuler très fort avec la régénération, il y en ait plus, quoi. Il faut que ça déborde. Et donc c'est pour ça que tous les systèmes vivants sont bourrés de fuites. C'est qu'on peut considérer qu'un arbre qui perd ses feuilles, il fuit énormément. Il y a plein de choses qui partent. Mais c'est pareil dans les circuits métaboliques, dans les circuits physiologiques, dans les réseaux de neurones. Il y a plein d'informations qui sont perdues. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on oublie plein de choses tout le temps. Enfin, voilà, tout ça, c'est des fuites vraiment énormes, énormes, énormes. Et donc, si on voulait optimiser, en fait, on fermerait ces fuites. Et ça serait l'individu. C'est qu'on garde tout pour nous. Le fait de Et ce que fuir, tu dis, c'est que les fuites permettent justement les liens voilà. aux autres. Ok. C'est multicentrique, quoi. C'est qu'en fait, sinon, c'est Mm, égocentrique. Si on est bien sûr de ne pas faire de fuite. Alors, c'est là où ça demande une petite inversion culturelle, hein, parce que dans notre monde de la performance, très souvent, quand on fait du développement durable, on fait des chasses à la fuite, aux fuites d'eau, aux fuites d'électricité, aux fuites d'énergie. Et ça, alors, on peut comprendre, hein, évidemment, mais c'est pas la bonne question. Enfin, je dis pas qu'il faut faire des systèmes de plomberie qui fuient partout avec de merci. l'énergie, Ouais. etc. Ouais. Mais en fait, c'est ailleurs qu'elles se passent, les fuites. Évidemment, c'est pas dans ces objets techniques, c'est dans nos relations au monde. C'est qu'en fait, si on se comporte comme une plomberie d'une maison, et donc en fait, on ne donne absolument rien à l'extérieur, et ben notre espace de viabilité, c'est extrêmement réduit. Donc, quelque part, c'est ces multiples interactions non calculées, non Mm, commerciales, non, voilà, qui font qu'on s'en robuste finalement, hein. Donc, c'est nos liens sensuels au monde, quoi. Voilà, on mm. pourrait appeler ça comme ça. Et alors j'aime bien filer cette image là pour le coup d'élargir cet espace de viabilité. Euh, et je la vois très bien sur le chêne, je la vois très bien sur l'humain, effectivement, en se disant bah, ce qui est quelque part ce qu'on laisse, c'est un peu aussi, moi ça me fait penser pour avoir bossé 20 ans en entreprise, l'histoire de la machine à café, alors qui fuit pas forcément, mais que c'est là où les fuites se font au niveau des bavardages et qui sont essentiels. Moi je sais que je travaillais dans une grosse boîte qui travaillait à l'international. Clairement, la machine à café, c'était l'endroit où on prenait des nouvelles de ceux qui revenaient de tel ou tel endroit et où on commençait à comprendre en fait ce qui se jouait assez finement dans les filiales, dans ces endroits-là. Donc voilà. Donc ça, d'élargir cet espace de viabilité, comment tu le comment ça se manifeste dans un travail avec une entreprise, justement, sur lequel bah, peut-être vous allez lui faire un test de robustesse, etc. Et comment est-ce que vous pouvez l'amener, justement, sur cet élargissement? Est-ce que tu as quelque chose Ouais, ouais, en tête? il y a quelques outils pratiques. Bah, si je reprends l'exemple de la pause café, là, Ouais. c'est un peu l'otium contre le négotium. C'est-à-dire qu'en fait, la pause café, c'est du temps libre. En fait, c'est un moment de temps libre où on peut justement, bah, on crée du potentiel, on crée du lien social, on crée du sentiment d'appartenance, on fait de la collision d'idées, de la sérendipité, du hasard heureux, de l'innovation. C'est incroyable, hein, tout ce qui se passe autour de la machine à café. Ouais. Ce n'est pas du temps productif.
C'est du temps désoptimisé. C'est-à-dire que plus il y a du temps passé à la machine à café, moins il y a du temps productif. Et pourtant, c'est là où on crée du potentiel. Et le temps productif, c'est là en fait où on dissipe le potentiel. Donc, un outil très simple pour une entreprise, c'est de faire un audit de robustesse. Alors, audit, hein, c'est un mot de la performance, mais ça permet juste de comprendre de quoi on parle. L'audit de robustesse, c'est lister les non-performances de l'entreprise et de voir à quel point ça nourrit la robustesse de l'entreprise. Donc, il y a évidemment le temps, entre guillemets, perdu, qui est du temps libre, qui au contraire ouvre le potentiel. Mais il y a aussi la polyvalence, la diversité des activités, les stocks, l'absence de flux tendu, les délais qu'on essaye de rendre plus fiables et non pas plus courts. Enfin, tout ça, c'est juste des idées, hein, mais on peut vraiment assez rapidement trouver une liste Mm. dans les entreprises. Enfin, les entreprises qui sont encore là, elles ont une part de robustesse, hein. Celles qui ne sont pas robustes ont été dégagées, hein, évidemment, hein. Les startups qui vont dans l'hyper-performance et qui changent pas de compas après un an, elles explosent en vol, hein, trop fragiles, quoi. Donc, il y a un moment ou un autre, une entreprise qui dure doit travailler sa robustesse. C'est juste qu'on ne le formalise pas. Donc, l'audit interne de robustesse, c'est un premier outil. Et le deuxième outil, c'est le stress test. Le stress test, c'est on prend son entreprise et on la soumet à des fluctuations virtuelles. Il faut prendre des grosses fluctuations. Parce que si on prend juste une petite fluctuation, en fait, on va juste faire de la gestion des risques. Donc, on prend Mm. une grosse fluctuation, c'est-à-dire il n'y a plus d'Internet pendant 6 mois. Le prix du pétrole est multiplié par 2. La Russie envahit la Lituanie. Enfin voilà, des grosses fluctuations. Et on se pose deux questions. Quelles sont les conséquences? Donc là, ça permet tout de suite d'identifier les fragilités. Et donc là, justement, où on manque de potentiel. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse dès maintenant pour que le jour où ça arrive, cette grosse fluctuation, il n'y ait aucun problème. Et bien là, on va Mm. tout de suite voir que, on va enrobuster son entreprise. Et vu que la fluctuation est forte, on va rapidement se rendre compte que juste enrobuster son entreprise, ce n'est pas suffisant. Il faut faire du lien au monde social autour, aux autres entreprises et aux écosystèmes. Parce que c'est la seule façon d'enrobuster une entreprise. Il faut qu'elle soit au service de la robustesse de son territoire. Et là encore, on articule robustesse et régénération. Ouais, super pour ça, parce que justement, donc ce que je voyais là-dessus, euh, le stress test, le stress test, quelque part, donc vous faites jouer une fluctuation de l'environnement, du contexte, enfin de l'environnement, oui, très large, hein, puisque tu prenais l'exemple d'Internet, donc c'est très large. Ce que va faire la régénération, en tout cas la démarche dans laquelle nous sommes vivants, nous on la travaille avec le business model de l'entreprise régénérative, c'est qu'on va focaliser, on va prendre un point de départ un peu différent, qui est un produit ou un service de l'entreprise. Et on va travailler sur la chaîne de valeur du produit ou du service de l'entreprise. Et à partir de cette chaîne de valeur, c'est le point de départ, hein, c'est pas, voilà, c'est ce qui nous permet en fait de créer ce commun initial. Autour de cette chaîne de valeur existante, on va rassembler des personnes, voilà, des humains, hein, dans un premier temps, en tout cas, autour de la chaîne de valeur, donc qui sont plutôt à l'intérieur de l'entreprise et qui sont plutôt concernés par la chaîne de valeur, hein. Au départ, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est là où j'aimais bien élargir l'espace de viabilité, c'est-à-dire que très vite, oui, ok, on va prendre les personnes très concernées, directement concernées par la chaîne de valeur de ce service. Mais très vite, on va s'interroger sur, OK, un peu ce que tu disais, les contre-performances, nous, on appelle ça plutôt les impacts négatifs, c'est à peu près les mêmes. Mais alors, non, c'est pas tout à fait pareil. Impact négatif, pour le coup, c'est là où on va nuire Oui, pour au dégrader vivant. le... Ouais. Ouais, dégrader le potentiel du vivant. C'est pas pareil, c'est pas ce que tu disais. Et puis, surtout, nos leviers d'action. Et nous, on va focaliser sur les leviers d'action parce que l'objectif, c'est contribuer. Donc, les impacts négatifs, bah oui, on va tout faire pour diminuer les impacts négatifs. Quand je fais ce truc-là, c'est pas l'augmenter, c'est qu'on va travailler le net zéro, en fait. Donc, on va essayer de diminuer au maximum, bien évidemment. Mais surtout, on va mettre la focale sur les leviers et la contribution. Et on va faire partir, à partir de chacun, essayer d'imaginer la valeur à 10 ans. Il faut un temps suffisamment long, hein. Je sais que le temps, c'est des choses évidemment sur lesquelles la robustesse travaille aussi. Nous, l'horizon, le bon horizon, on se dit que c'est à 10 ans. Faut pas être régénératif à moins de 10 ans, hein, quand on a une activité qui aujourd'hui est extractive, etc. Donc, un horizon de 10 ans, chacun va pouvoir exprimer ce que pourrait être une valeur, mais une valeur partagée et très large. Et donc, très vite, à partir de ce travail d'émergence, en fait, des uns et des autres, on va élargir justement
cette assemblée de Mm. parties prenantes à des parties prenantes qui aujourd'hui paraissent très éloignées de cette chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment ça aussi, cette idée d'élargir très vite l'espace. Et c'est Elias Canetti, je crois, qui disait qu'il fallait jeter son ancre le plus loin possible du bateau parce que nos existences avaient tendance à se rétrécir. Voilà, on avait tendance à se rétrécir au cours de nos existences. C'est une tendance, moi, j'aime bien l'avoir en tête parce que justement, travailler à cet élargissement. Et donc, cette chaîne de valeur, elle va, de fait, on va retravailler cette notion de valeur, justement. Quelles sont les valeurs qui peuvent contribuer au vivant en produisant notre produit ou notre Mm. service? Donc, on fait vraiment un renversement de finalité, c'est-à-dire que la finalité, c'est plus de produire un produit ou un service. C'est hyper compliqué, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme tu disais, c'est des bascules et des changements. Et c'est de se dire comment, avec ce même service que j'ai envie de rendre, je peux contribuer de manière structurelle au vivant. Donc le vivant, c'est mon écosystème, c'est moi, c'est mes collaborateurs, c'est le lien social, c'est donc toujours triple impact. Pour la régénération, je le rappelle quand même parce que premier impact sur l'environnement, impact positif sur l'environnement, impact positif sur l'humain et les liens sociaux, et puis une viabilité économique qui est nécessaire. Donc c'est vraiment toujours dans ce cadre-là. Et on va aller travailler une valeur augmentée et euh, élargir le panel des parties prenantes, quitte à les ouvrir à du non-humain. Et là, on tombe dans des choses qui, après, sont des petits exercices qui sont pas simples à exercer, puisqu'on a toujours le prisme de la parole, de l'expression, de la communication à travers l'humain. Mais on sait qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Mais ce que j'aime bien dans la régénération, justement, c'est ce retournement de finalité que je retrouve dans ce que... enfin, c'est-à-dire, c'est quoi la vraie finalité de ce qu'on produit? Comment est-ce qu'on la redessine pour que le vivant y gagne? Et ça fait bouger. Ça fait vraiment bouger parce que on peut. C'est pas de la réduction ou de la décroissance. Ouais. C'est pas on se dit on va moins produire ce produit pour réduire nos impacts. C'est si on a bien retravaillé notre valeur pour qu'elle soit favorable et contributive, et ben on aurait presque intérêt à produire davantage. On aurait intérêt à produire davantage puisque notre produit ou service est contributif. Hmm. Si je reprends l'exemple de l'arbre qui perd ses feuilles, l'arbre Ouais. qui perd ses feuilles, il fait du volume. Oui. Il fait pas de la décroissance, il fait du volume. Oui. Et donc, il fait plus de volume pour Mm. en robuster son territoire. Et ben, Oui. d'ailleurs, mais c'est un peu ce que dit, alors c'est Eisenhower, hein, qui n'est pas forcément un écolo, mais Eisenhower qui disait, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. C'est qu'en Ouais. fait, si on ne trouve pas de solution au problème, ça veut dire que notre problème est trop étroit. Et donc, si l'entreprise n'arrive pas à faire face à une fluctuation, à un problème, à une question de rentabilité ou ce qu'on veut, hein, c'est juste que son problème est trop petit. Et donc, il faut Mm. qu'elle élargisse son problème. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle le fasse avec des entreprises voisines, qu'elle fasse un réseau de PME. Mais après, évidemment, ce qui est encore plus fertile, c'est de faire avec d'autres organismes sociaux et ensuite, en plus, en parallèle, avec la biodiversité du territoire. Mm. Et là, en fait, ce qui Mm. se passe, c'est que non seulement on a le problème à la bonne échelle, donc là, on va plus bloquer sur le problème. Et ce qu'on va faire sauter, c'est des valeurs beaucoup plus importantes. Donc, quand on fait de l'agroécologie, par exemple, eh ben, on devient souverain géopolitiquement. On ne dépend plus des engrais lointains, on ne dépend plus des pesticides. En fait, on fait disparaître les problèmes. On ne les résout pas, on les fait disparaître. C'est pareil avec l'économie de la fonctionnalité. Avec l'économie de la fonctionnalité, on fait disparaître, hein, le problème du pouvoir d'achat, parce qu'on se place dans les conditions dans lesquelles on n'a plus besoin d'acheter. Parce que les objets sont en location, sont disponibles. Donc c'est les voitures partagées, les vélos partagés, c'est les biens en commun de Yann Lemoine, c'est tout ça. Et ça, c'est en fait, c'est quand on se pose ces questions-là, c'est juste, en fait, c'est une question d'espace, quoi. Faut Mm. chercher l'échelle à laquelle on peut faire face au problème, quoi. Et ça, c'est en effet, c'est du multicentrisme, comme tu le définissais. Ouais. Et c'est aussi, ça résonne aussi pas mal avec je travaille beaucoup sur les gouvernances partagées, Mm, avec cette idée, c'est presque même d'enlever cette gestion par problème. mm, Quand tu dis élargir, finalement, comme tu dis, tu l'enlèves le problème puisque tu l'as mis à bonne échelle, tu l'as élargi. Et ce que disent les gouvernances partagées, j'aime bien ça aussi. Plutôt que de raisonner par problème, tu raisonnes par tension. C'est-à-dire que tu n'as plus des problèmes à résoudre, mais tu as une situation souhaitée.
que tu tiens avec ta main droite, tu as ta Mm. situation actuelle que tu tiens avec ta main gauche, et là, tu es dans une dynamique de gérer une tension. Et Mm. gérer une Mm. tension positive, on joint la joie, le mouvement, etc. La tension, c'est Et, la vie, hein, la tension. ouais, bah la tension, c'est la vie, c'est ça. C'est ça. Et voilà, ça me faisait vraiment penser à ça. Et puis le deuxième point que tu as, donc toi, tu as cité l'économie de la fonctionnalité. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a tous aussi des références, des points de référence. Bien évidemment que la pensée est réutilisée et remodelée en permanence et c'est ça qui fait avancer, qui nous fait avancer. La régénération, nous, on se base sur l'économie de la mutualité. Mhm. L'économie de la mutualité, c'est vraiment travailler les liens bénéfiques entre les acteurs à une nuance près. On aime bien aussi regarder un peu les nuances, c'est que peut-être l'économie de la mutualité va d'abord poser les acteurs et ensuite travailler les liens bénéfiques. Nous, on pose les acteurs autour nous sommes vivants, hein, je dis, on pose les acteurs autour d'une chaîne de valeur. Parce qu'on Mm. trouve qu'en ayant un objet au départ qui est un peu mobilisateur parce qu'on sait tous que c'est difficile de créer le commun. Enfin, voilà. Donc, trouver ce point d'accroche là au départ, qui va être peut-être le problème dont tu parlais, ou le burn-out, ou voilà, c'est trouver ce point d'accroche au départ. Nous, on se dit la chaîne de valeur du produit ou du service. Et alors, ça, c'est une autre dimension sur laquelle j'aimerais bien t'entendre aussi. C'est-à-dire que nous, la régénération, on l'a fait à l'échelle d'un produit ou d'un service. Et ensuite, ça a des conséquences très très larges sur la gouvernance d'entreprise, sur les relations avec d'autres organismes au sens large, etc. Euh, mais voilà, on va partir de là. Qu'est-ce qu'il en est euh, côté Robusta, si tu peux. Ouais, ouais, bah, c'est la même idée. En fait, vu que c'est dans les deux cas, on est dans des approches systémiques, ça veut dire qu'on a compris qu'on était à deux ou trois poignées de main du monde entier, hein. Et quand je dis le monde entier, c'est le monde humain comme non humain, quoi. Donc en fait, le point d'entrée n'est pas si important que ça. C'est plutôt les poignées de main qui sont importantes, en fait, de faire le lien. Et donc là, ça fait appel à la notion de minorité active, hein, finalement, hein. C'est que une personne qui lance un projet, qui a une initiative, si elle le fait toute seule, bon, il n'y a rien qui va se passer. Si elle le fait avec des poignées de main, qu'avec que des gens qui sont comme cette personne-là, donc si c'est que des profs, si c'est que des boulangers, si c'est que des chefs d'entreprise, il va rien se passer non plus, parce que c'est corporatiste. Une minorité active, il faut qu'elle soit hétérogène. Donc il faut qu'il y ait un point d'entrée. Il peut y avoir une personne, hein, ça peut être, ou plusieurs évidemment, hein, mais donc, ça peut même être une Mm. seule personne qui lance le truc, mais par contre qui s'ouvre à d'autres métiers, d'autres couches sociales, éventuellement même aux non-humains, des représentants des non-humains. Et là, on commence à avoir une minorité active. Une minorité active, sa force, son potentiel, c'est qu'elle est hétérogène. Plus elle est hétérogène et plus on se sent représenté. Et cette minorité active, elle active une majorité silencieuse. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, le backlash écologique n'existe pas. Les humains de 2026 sont beaucoup plus en avance, ont beaucoup plus envie d'accélérer la transition écologique que les humains de 2010. Donc en fait, ça n'arrête pas d'avancer, parce qu'on voit bien, qui veut des pesticides dans son assiette, qui veut des Mm. PFAS dans son eau, qui veut du cadmium dans son chocolat, enfin voilà, c'est Mm. dans ses pâtes. Enfin, plus personne. Alors, maintenant, on est bien au courant, hein. Voilà, qui veut des écrans dans les écoles hein, pour que les enfants Ouais. apprennent à être coachés et perdent en concentration. Enfin, c'est vraiment tout ça. La plupart des gens, et donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des sondages, après tous les mois, il y en a un qui dit qu'il y a deux tiers des Français qui veulent accélérer sur ces sujets. Donc la majorité Mm. silencieuse, elle est là. Donc les poignées de main, elles sont là. Donc maintenant, le jeu, c'est de faire la minorité active qui active cette majorité silencieuse. Ben ça, on peut partir par un point, ça peut être un problème, voilà, je suis une entreprise qui fait, je sais pas quel produit, qui est une boulangerie, voilà, et ben je déroule toute la chaîne. Et là, ça va m'amener à revoir mes sources d'énergie, mes sources d'eau, Mm. mon lien à la biodiversité dans le territoire, et tout ça. En fait, ça va tout revoir, quoi. Et là, ça active une majorité silencieuse et ce ne sera pas un projet qui sera accepté par la population, ce sera un projet qui sera accueilli parce qu'il sera co-construit, attendu, accueilli. Et c'est là, on fait plus des projets acceptables hein, aujourd'hui, hein. On fait des Ouais. projets joyeux. Les projets Mm. joyeux, ils sont co-construits, toujours. Ouais, génial. Nous, on a un exemple qu'on aime bien de produit régénératif, puisque du coup, on parle pas forcément d'entreprise régénérative, mais plutôt de produits ou de services régénératifs. Je sais pas si
tu l'avais identifié comme ça, mais c'est l'exemple de C'est qui le patron, qui Mhm. est donc une marque qui travaille avec une laiterie qui s'appelle LSDH, coopérative laitière, donc qui produit du lait en brique. Et en fait, ce que fait C'est qui le patron, c'est que il a remplacé la loi Egalim. La loi Egalim, c'est celle qui devait encadrer les négociations entre les grandes surfaces et puis les producteurs, les coopératives, les intermédiaires en tout cas, pour pouvoir un peu rééquilibrer l'équation économique aussi sur ceux qui produisent. Bon. Euh, ben, c'est qui le patron a réussi à faire bien mieux que la loi Egalim en travaillant par le vote en fait. Donc ils mettent un panel de, je crois qu'il y a 7300 ou 7400 consommateurs qui décident ensemble du cahier des charges, du prix aux producteurs et des pratiques agricoles. Et donc là, on est vraiment sur un processus démocratique réellement qui met en lien des consommateurs et des producteurs quasiment directement. Et ensuite, le prix est certifié par un bureau Veritas chaque mois, etc. Il y a tout un process, hein, bien évidemment, pour que ce soit cadré, etc. Mais c'est un contrat tripartite garanti 5 ans. Et donc, dans ce mode de fonctionnement, en fait, et puis, ce qui est important aussi, c'est que ni l'enseigne ni l'industriel ne peuvent réviser à la baisse le prix, etc. C'est encadré. Et finalement, on part ce que disent les panels de consommateurs là qui votent le prix, etc. C'est qu'eux, ils partent du producteur qui leur disent combien il a besoin pour vivre. Là, on est vraiment dans un exemple, alors qui est très axé social, hein, si on prend les trois impacts, Mhm. le triple impact. Néanmoins, c'est du bio. Donc, on a aussi la partie, en tout cas, sur la régénération, le minimum, on peut pas dire qu'un produit est régénératif s'il n'est pas au minimum bio en termes d'agroalimentaire. C'est vraiment le standard minimum. Aux États-Unis, il y a le label ROC, qui est Regenerative Organic Certified, je vais y arriver, et qui est beaucoup plus proche justement d'une notion de régénératif. En France, on l'a pas, mais on a le bio, on a le Planet Score, et puis on a différents labels quand même. Et chez Nous sommes vivants et dans l'univers de la régénération, globalement, on s'intéresse beaucoup quand même au label, même si c'est pas la finalité. C'est pas la finalité, n'empêche que, et c'est aussi la démarche des lauriers, c'est de se dire, bah, on a besoin de quand même de valoriser tous ces efforts qui sont faits sur un produit ou un service donné. Donc Bien sûr. les labels servent à ça. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup, que ce soit Bicorp, Planet Score, Rock, Bio, Bio Plus, il y a d'autres labels, etc. Euh, mais pour nous, c'est quand même quelque chose qui vient euh, alimenter un processus et qui est important. Et dans le cas de C'est qui le patron là du produit, alors que le marché du bio 2024-2025 était en régression en grande surface de 11% de mémoire, hein, C'est qui le patron a fait plus 11,8%. Donc on a le troisième pilier qui est c'est contributif sur bien-être, santé animale, voilà, c'est contributif pour les producteurs et leur bien-être, et puis ça fonctionne. Et économiquement, ça C'est rentable. fonctionne. Mhm. Donc, Ouais. enfin, voilà, ça fait du bien quand même, hein, Ouais, oui, de bien se sûr. dire que Mais, ces c'est choses-là. là où c'est bien sûr, c'est la robustesse, c'est pas et la régénération, c'est pareil. C'est pas c'est pas des injonctions morales de nouveau, hein. Ouais, C'est très pragmatique. C'est que ouais. dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Pour être robuste, il faut avoir des activités qui sont régénératives sur l'écosystème Mm. social, biologique, quoi. C'est Oui, aussi simple que ça, en fait. Donc, si on fait un super projet, mais qu'il n'est pas rentable économiquement, eh ben, on va disparaître. Et donc, on n'est plus au service de la robustesse ou de la régénération de son territoire. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, si et une fois qu'on l'a compris, alors c'est facile à dire comme ça, hein. Évidemment que c'est très complexe dans la évidemment. pratique et dans la mise en Mm. place, mais au moins Mm. se poser ces questions-là, c'est en tout cas pas s'interdire à la rentabilité économique, parce que là, si on s'interdit par dogmatisme, ça marche pas. Évidemment, quoi. On est encore dans ce monde-là où il faut quand même voilà, jouer, jongler, et il faut que ce soit rentable d'une certaine façon, mais c'est pas, c'est de la suffisance, c'est pas de l'abondance. C'est là où c'est différent. Oui, c'est du repart. Alors, ce qu'on dit, nous, sur la régénération, c'est qu'effectivement, nous, pour le coup, on est dans une logique de croissance, parce que la contribution, justement, et le renversement de finalité fait que la croissance est bénéfique, Mhm. quand on arrive à faire ça. Euh, En revanche, après, il y a cette histoire de partage de la valeur.
Mm, mm. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a fait de la croissance et potentiellement du profit, ce Mm. profit, il profite à qui? Et de se rappeler, c'est plus que se rappeler, hein, c'est-à-dire que comme on a travaillé toute cette chaîne de valeur avec un écosystème d'acteurs et de parties prenantes élargies, toutes ces parties prenantes élargies, dont des parties prenantes non humaines aussi, que sont l'écosystème, doit pouvoir en rebénéficier. Donc ce profit, comment est-ce qu'il vient au service ensuite de continuer à contribuer? Et ça, voilà, ça, c'est quelque chose, je trouve, qui amène, en tout cas, qui se dit, bah, on ne s'interdit pas de croître, comme tu viens de le dire, parce que Mais c'est un ensuite, on oxymore. a. Ouais, c'est un bel oxymore, c'est-à-dire que c'est de la croissance circulaire. En fait, c'est de la croissance pour alimenter la circularité, hein. C'est le repartage, c'est ça en fait, hein. C'est encore Oui, une fois, hein, c'est l'arbre qui perd ses feuilles, hein. C'est la circularité élargie, quoi. En fait, il y a une partie qui va être repartagée. Et donc la croissance circulaire, c'est là où c'est un bel oxymore, c'est que en fait, on peut pas croître en circularité parce que ça, ça retourne. Mais en fait, c'est une croissance à l'instant T, mais qui est redistribuée et qui permet à tout le mm, monde d'être viable. ouais, Sur le temps long, c'est pas de la croissance. Sur le temps court, c'est de la croissance parce que là, on est en train de réparer la dégradation de nos écosystèmes. Donc évidemment que là, c'est de la croissance dans ce sens-là, quoi. Mais ouais. j'aurais plutôt tendance à dire c'est de la circularité avant de la croissance, quoi. C'est le mécanisme, c'est de la circularité et à court terme, ça fait de la croissance. Comme tu dis, on augmente le potentiel de l'écosystème social et C'est écologique. ça. C'est ça, parce que du coup, enfin, nous, on a essayé de mettre une petite échelle aussi, tu vois, qui va de réduire, de limiter, réduire, restaurer, régénérer. Euh, oui, restaurer a de la valeur et en même temps, quand on arrive à justement cette augmentation de potentiel, je dis pas que c'est un système de croyance aussi, hein. C'est-à-dire Ah, bien sûr, que on est dans un on système est de des humains, croyance. Ah ouais, on est dans un système de croyance où on se dit qu'on peut augmenter ce potentiel. Et c'est pas augmenter pour augmenter, c'est parce que c'est augmenter un potentiel de vie. hein. Voilà. Et, euh, et alors, justement, sur cette histoire d'indicateurs, nous, on est très indicateurs. Pas, bon, Alors, chez moi, pour moi. un peu pour, ouais, voilà, un peu pour la raison pour laquelle je disais aussi sur les labels, etc., qui ne Non, mais sont c'est pas une utile, fin en hein, c'est soi, utile. mais qui sont utiles pour, et sur des indicateurs qui permettent, alors, ça permet deux choses selon nous, c'est faire le lien avec aujourd'hui Mm. des Bien sûr, indicateurs c'est pour qui ça que c'est utile. existent. C'est pour ça que Voilà. c'est utile. Mm. C'est aussi pour se dire, de toute façon, on fonctionne en indicateur aujourd'hui, donc comment retravailler ces indicateurs? On arrive à des choses, parfois on a 26 indicateurs sur sol, biodiversité, eau, des indicateurs sociaux de bien-être, d'équité, de territoire, des indicateurs de lien, justement, et puis des indicateurs de viabilité. Voilà. Et qu'est-ce que je connais un peu une partie de la réponse, mais je veux bien que justement que tu la redonnes. Comment tu vois toi cette histoire d'indicateurs et en distinguant indicateur et objectif, évidemment. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, l'indicateur, c'est par définition, hein, ça indique un indicateur, et donc en général, ça fait l'hypothèse que demain sera comme aujourd'hui. C'est que si on met des indicateurs, en fait, on est encore dans l'idéologie du monde stable. Et donc, c'est normal que dans le monde de la performance, il y ait beaucoup d'indicateurs partout, les KPI dans l'industrie, etc. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut les mettre à la poubelle, parce que ça, c'est très utile d'avoir des indicateurs pour savoir où on en est. Mais dans un monde instable, fluctuant, si demain n'est pas comme aujourd'hui, l'indicateur de 2019 nous a pas beaucoup servi en 2020, avec la crise Covid, par exemple. Donc, dès que ça fluctue, l'indicateur devient pas hyper pertinent. Donc, en fait, ce qu'il faut dans un monde instable, c'est plutôt des outils dynamiques. Et donc là, je reviens à mon stress test. Le stress test, c'est un outil dynamique qui permet de vivre dans le monde instable, en tout cas de l'anticiper, de prendre, d'augmenter son espace de viabilité. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut mettre les indicateurs à la poubelle, hein, au contraire, il faut les mettre au second plan. C'est-à-dire que la première chose Mmh, à faire quand on a une décision stratégique à prendre, mmh, c'est faire un stress test. Si on passe le stress test, qu'on s'est enrobusté, alors là, oui, on peut regarder les indicateurs et voir un peu ajuster la réponse. En fait, ça revient à dire que il faut un peu inverser raison d'être et règlement. C'est que dans le monde de la performance, on a des règlements avec une performance administrative incroyable où il y a des listes et des listes, hein, les contrats mmh, d'assurance, par exemple. mmh. Et la raison d'être, c'est un truc cosmétique, un peu marketing, quoi. Dans le monde de la robustesse, on inverse tout, on fait de la participation, de la co-construction. Donc ça veut dire qu'on met la raison d'être d'abord, on regarde pas le règlement.
Et une fois qu'on a construit un beau projet en participation, en co-construction, seulement là, on va regarder le règlement, donc les indicateurs. Et là, ça nous aide. Le règlement n'est plus un censeur créaticide, ça devient une aide, parce que ça va nous donner d'autres idées. C'est comme un troisième partenaire qui nous donne d'autres idées. Et donc, donc les indicateurs sont utiles s'ils sont au second plan. Et donc par exemple, les labels sont très utiles pour parfois faire avancer des sujets, pour les mettre sur la table, et justement pour avoir des idées, savoir qu'il y a tout un réseau, le réseau Manger Bio par exemple. Voilà, bah, ça c'est un label qui nous permet de savoir qu'il y a d'autres partenaires qu'on va pouvoir activer. Mais la première chose à faire, c'est de travailler sa raison d'être. Bien Parce que sûr. si on Ouais. regarde juste le label et après on va faire des avions sobres, hein. Les avions sobres, ils ont le label kérosène moins, par exemple. Je ne Ah ouais. sais pas quel label D'accord. c'est, mais voilà. Et donc ça permet de l'ultra fast fashion, quoi. Donc c'est voilà, la Non, non, raison mais d'être c'est d'abord. clair. C'est clair, et nous, quand on parle de valeurs revisitées, alors, comme tu parlais d'étymologie des mots, c'est toujours très instructif. C'est Patrick Vivray, hein, qui dit que le mot valeur, valor en latin, c'est une force créatrice de vie. C'est dingue, Ouais. on a oublié ça, non? Oui, bien sûr. Je veux dire que valeur veuille dire force créatrice de vie. Donc, enfin, moi, je sais que c'est un des trucs aussi sur lesquels, quand on parle, nous, de chaîne de valeur, en fait, c'est aussi de revisiter la valeur et les valeurs qu'il y a derrière. On rejoint ce que tu dis sur la raison d'être profonde, pourquoi on est au monde, en fait, pourquoi cette organisation est au monde. Donc c'est vraiment ça, c'est le phare. Et une question qui me brûlait les lèvres quand tu parlais de stress test, c'est comment tu passes du stress test, où a priori on est plutôt comme ça, Ah à la oui. joie. Oui, oui. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que en effet, le stress, si on en fait tous les jours, on va être complètement parano, hein, et on va être complètement, voilà, là ça va devenir très toxique, Ouais, hein. Donc on va se rétrécir un voilà. peu, ouais. Donc le stress test, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu. D'ailleurs, la métropole de Lyon a créé un jeu qui s'appelle Tumult, hein, et Tumult, c'est Mm, un stress test à destination des entreprises, hein. C'est un fichier zip facile à télécharger. Si on prend ça comme un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, la fluctuation n'est pas là, hein, elle est virtuelle. Et donc, mm, ça permet vraiment, enfin, je veux dire, les gens qui font des stress tests, ils rigolent, hein, parce qu'on se dit, ah ouais, attends, il va quand même pas nous arriver ça, t'imagines, voilà. Enfin, il y a un côté un peu dramatique, mais aussi mm, dédramatisé, parce que justement, on est en autodérision, quoi. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible que. Ben, en fait, le truc, c'est que si, en fait, c'est un jeu sérieux, mais mm, qui n'est pas du tout au contraire, qui va pousser aux interactions, parce que si on y joue sérieusement, on voit bien qu'on n'y arrive pas tout seul. Et donc, ce qui est joyeux, c'est qu'on trouve les solutions par les liens aux autres. Alors, vu qu'on est des êtres sociaux, ce qu'on active, c'est la pulsion de vie, là. mm. Sinon, c'est le bunker, Ouais, hein. C'est le bunker, hein. Et ouais, donc là, ça marche pas. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que et c'est avec Nous sommes vivants, on avait aussi exploré un format de théâtre forum. Parce que ça me fait penser, enfin, c'est cathartique en fait, ces trucs-là, et puis ça nous met en mouvement sur quelque chose. Stress test, théâtre forum, ce genre de choses. Un théâtre forum qui mettait en scène une entreprise avec des diagrammes, des problématiques RH, enfin bon, voilà, plein de choses. Et puis on faisait jouer un conseil d'administration, et puis on faisait jouer un arbre, tu vois, il y avait un arbre qui avait rêvé comme ça. Et en fait, ces formats-là, sur le fond, voilà, c'est ce qu'on vient de discuter, mais sur des formats comme ça, c'est vrai qu'on vient activer vraiment. Et pareil, grosse partie de rigolade, ça a été, enfin, génial dans la manière de et dans la créativité en fait qui peut ressortir dans ces moments-là, et juste en faisant rejouer telle ou telle scène, en incarnant un personnage différemment, plus qu'un autre, un personnage voire virtuel, en le faisant parler, etc. Et je trouve que tous ces formats-là sont euh, et tu parles beaucoup d'artistes aussi, toi, je sais, viennent vraiment nous emmener dans une prospective et pas une prévision, une prédiction, etc. Dans une prospective, ouais, où on arrive à se dire, bah, jouons des drames, ou justement pas des drames, parce qu'on peut faire évoluer, et ça active un potentiel d'action. Je trouve que c'est vraiment, Oui, oui. Bah, c'est là où, en fait, c'est là où on voit que la joie est une résistance, en fait. ouais, C'est que ouais. si, faut bien comprendre que le monde de l'ultra-performance, hein, voilà, de l'extractivisme débridé, c'est un monde qui peut nous faire peur, justement, parce que là, il y a des pollutions et tout ça, et puis aussi de l'enfermement, voilà, on est concentré dans les écrans. Et ben, tout ça, ça met les citoyens en posture de consommateurs, aliénés, et dont on Mm. demande d'eux qu'ils aient peur.
Et donc, ils vont rien faire. Ils vont obéir. On fait des petits enfants obéissants. Quand on est dans la joie, et ben, en fait, on s'est émancipé de cette injonction-là et on fait voir au cœur du système qu'il y a un autre monde, qu'il y a une d'autres voies, quoi. Donc, c'est pour ça que la joie, c'est de la résistance. Parce qu'en fait, il y a rien de plus subversif que d'être joyeux. Et donc, c'est ce à quoi nous invite à la fois la robustesse et la régénération. Mm. Ouais, c'est beau. Bah, merci pour ce petit mot-là. Est-ce que, Olivier, il pourrait y avoir des lauriers de la robustesse dans le sens, dans le sens fruit d'une reconnaissance de démarches mises en place, puisque c'est le sens de voilà d'initiatives existantes, d'acteurs économiques qui métamorphosent une proposition de valeur en fait. Là, c'est le sens des lauriers de la régénération, Oui, mais voilà. oui, je comprends, je comprends. Bah, alors, il y aurait. Alors, je fais des posts sur LinkedIn sur construire la robustesse. À chaque fois, je mets un petit peu le spot sur des trucs. Alors, c'est pas à moi hein, de donner des lauriers de la robustesse. Et à vrai dire, c'est très collégial. Moi, Ouais, bien sûr. si on devait imaginer des lauriers de la robustesse, j'aurais tendance à imaginer toujours des initiatives collectives. Et donc, par Mm, exemple, il y en a une comme ça là qu'on pourrait mettre. C'est les lanceurs d'alerte, notamment dans le sport de compétition, par exemple. Parce que ça, c'est souvent des jeunes à qui on a promis monts et merveilles avec des parents très souvent qui poussent à la performance eux-mêmes. Enfin, tout le monde y va, quoi, l'entraîneur et compagnie. Ils vont se tuer à la tâche. Et quand je dis tuer, c'est on n'est pas très mm, loin. Et puis un jour, ils ont un déclic et ils se disent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie là? Je suis en train de détruire mon corps, ma croissance, ma balance hormonale, mes relations aux autres. On me promet un truc incroyable, mais qu'est-ce que... Et donc ils s'arrêtent. Et ça, ces lanceurs d'alerte là, parce qu'en fait, ils s'arrêtent et évidemment, ils dénoncent après, hein. Une fois qu'on a s'est arrêté, ouais. c'est en fait, on s'arrête. Une fois qu'on s'est arrêté, c'est fini quoi. On déraille, hein. Et là, on commence à voir, on sort de la secte en fait. C'est quasiment ça, hein, c'est de la déprise sectaire. Bah, ça pour moi là, ces personnes-là, par exemple, mériteraient un laurier collectif de la robustesse, parce que c'est des gens qui sont dans l'hyper-performance hein, et qui ont compris à quel point c'était toxique et qui en parlent et qui, du coup, invente des nouveaux imaginaires. Et là, il y a vraiment des choses extraordinaires qui peuvent sortir de là. Et donc ça, c'est enfin, c'est juste un exemple, mais on pourrait très bien Mm, l'imaginer. Alors on n'est pas tellement dans la régénération. Alors, enfin, c'est une première étape, quoi. ouais. Mais elle est Mm, indispensable parce mm. que Oui, sinon, on va jamais dérailler, quoi. Il faut dérailler. Donc, ces ouais, personnes-là incarnent un chemin quand même, ouais, le début d'un chemin, en tout cas. ouais. Et ça, c'est vrai que c'était ce qu'on avait identifié de toute façon, c'est que la robustesse est indispensable à la régénération. Enfin, Mm. si je dévoie pas hein, ce que tu viens de dire, euh, parce que quand on parle de sous-optimalité, de regarder justement les marges de manœuvre qu'on a, si on n'a pas de marge de manœuvre, on peut pas régénérer. Donc Mm. voilà. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on avait identifié. Et puis bah, justement, peut-être terminer là-dessus. Oui, terminer sur ces liens et qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message éventuellement, ou pas comme message d'ailleurs, mais ces liens entre robustesse et régénération. Nous, on s'était presque dit, oh là là, la robustesse a un tel succès que peut-être la régénération, faut abandonner pour pousser un concept. Et puis après, on s'est dit, bah non, parce que il nous semble que c'est important. Que la régénération qui pour nous donne une vision peut-être de ce retournement de finalité qui est réellement contributive au vivant, etc. C'est important. Mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire Oui, là-dessus et ben, je vais revenir sur ce que je disais en ouverture, il faut articuler les concepts, hein. Il faut surtout pas Ouais. les effacer les uns les autres. Au contraire, il faut les faire chanter ensemble. Et Mm, par exemple, je donne un exemple. Je suis une entreprise hein, qui n'est pas du tout intéressée par les questions écologiques, je n'ai pas de lien au vivant. La biologie, en mm, classe, ça m'a vraiment ennuyé énormément. Donc, j'ai vraiment pas du tout de lien au vivant. Et dans mon modèle économique, ce qui m'intéresse, moi, c'est de maintenir mes salariés et d'avoir une rentabilité, même pas forcément extraordinaire, mais au moins voilà, de maintenir mon activité. Donc, je suis un entrepreneur comme ça. Bon, si on parle de régénération, il y a peu de chances que je réponde. Par contre, on me parle de robustesse, là, je vais répondre. Mais maintenant, une fois que je mets le pied dans la porte de la robustesse, comment je fais pour que mon entreprise soit robuste? Ben, il y a un moment, je me rends compte que mon entreprise sera robuste que si elle est au service de la robustesse de mon territoire. Et ben là, je bascule dans la régénération, évidemment. Et donc, en fait, mm. on peut considérer que c'est presque un chemin. Et quand on fait de la régénération, en effet, ben, comme tu l'as dit, il y a un moment où il faut faire attention à la robustesse de son modèle économique, de Ah son ouais. modèle social, de son modèle écologique. Donc, en fait, tout ça, ça résonne dans Mm, tous les sens. Donc, c'est plutôt un dialogue, là aussi, c'est un mm, dialogue, c'est de la co-construction dans les deux. mm. Donc il faut bien les deux. Et les trois, les quatre, enfin, il y a plein de concepts qu'on peut associer à tout ça. Enfin, on a cité quelques-uns, la coopération, Oui, je l'ai dit, voilà.
Oui, il Tout y a ça, la en fait, perma c'est un énorme entreprise, il y a, ouais, réseau. ouais, Voilà, exactement, par ouais, l'entreprise, ouais, l'économie, enfin, il y a plein de ouais, choses, tout quoi. à fait. L'économie Ouais, symbiotique. ouais, ouais. Ouf, c'est bon alors. Yes, bien On peut sûr. continuer. Non, mais vraiment, grand merci Olivier. C'était passionnant. On aurait pu continuer. Il est 51. J'avais promis qu'à 50 on arrêtait. Donc, on aurait pu Merci. continuer longtemps comme ça, mais c'est déjà super. Et ben, à très vite pour continuer à nous articuler, à dialoguer et à tenir ce modèle qui va vers la vie. Yes. À très Merci bientôt. Bonne beaucoup à route. toi, Olivier. J'arrête l'enregistrement.